Bienvenue dans cette troisième étape de la naissance de la violence. On a vu comment la naissance de la violence était en fait à l'intérieur de nous, par des besoins qui ne sont pas satisfaits et qui, à force de mijoter, se transforment en cortisol qui remplissent tout notre corps. On a vu comment c'était hyper contagieux parce qu'il faut bien se défouler quelque part de ce cortisol et si possible vers plus petit que soi. Et on voit là maintenant comment dans un collectif ça s'organise. Donc on imagine un collectif où chacun intra-personnellement et interpersonnellement n'a pas réussi à court-circuiter ce cortisol grandissant, cette insatisfaction des besoins. Et donc on arrive dans un collectif où il y a déjà plein de tensions. Typiquement une classe à 8h ou 8h30, ou les profs, ou enfin bon, bref, vous imaginez. Et donc là, ce qui va se passer, il y a un phénomène tout à fait naturel, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est une systémie qui a pour but de protéger l'espèce. Là, ce qui risque de se passer, concrètement, c'est que on va en venir au coup, et puis l'un va frapper l'autre, et puis le copain du premier va venir en renfort, bref, on risque l'autodestruction. On risque de tous s'entretuer, en fait. Et pour éviter ce risque, il y a une systémie qui va se déclencher pour préserver le groupe, pour le sauver en quelque sorte. Voilà. Ça vous parle ? Ça vous évoque des situations ? Alors dans l'école, on va parler du coup de harcèlement. C'est le phénomène du bouc émissaire que vous pourrez retrouver dans les écrits et les vidéos de René Girard. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est de façon mais spontanée. Il y a un individu qui va être désigné pour pouvoir vider le cortisol collectif. Alors le premier qui va jeter la pierre, ça sera juste celui qui aura le plus de cortisol ou qui aura le moins de compétences psychosociales, à savoir réguler par lui-même ou réguler en interpersonnel. Mais tous les autres vont être impliqués. Et là, je voudrais faire un point parce que quand on parle du harcèlement dans les médias, on parle toujours du harceleur comme un futur délinquant, de toute façon quelqu'un qui a des problèmes, qui a été mal élevé ou qui est violent presque de nature et qui le sera toute sa vie. Quant à la victime, on a un peu pitié d'elle quand même parce que elle ne sait pas trop se défendre, donc on va l'aider. Mais bon, c'est quelqu'un de faible, allez, on peut se le dire entre nous. Quant aux témoins, ils sont un peu entre les deux. Ils sont moitié complices, moitié lâches, voilà. Et une fois qu'on a collé ces étiquettes sur les gens, qui plus est des enfants, parce que dans le système scolaire, c'est ça qu'on a face à nous, et en fait, ils vont les garder. Et on a des études sociologiques qui nous prouvent qu'au fil des années, 20 ans, 30 ans après, ils continuent à garder l'impact de ce qu'ils ont vécu à ce moment-là et qui n'a pas été réparé. C'est-à-dire que le harceleur, je mets des guillemets, parce qu'on est invité à ne pas utiliser ces étiquettes-là, le harceleur, lui, il va garder en tête que cette posture de pouvoir sur les autres, elle est quand même bien pratique, et en même temps, sans trop se rendre compte que ça lui demande énormément d'énergie. Beaucoup de vigilance, en fait, parce que toute posture de domination risque d'être renversée à un moment donné. Et ça va le poursuivre parce que dans les collectifs de travail, même dans son couple ou parmi ses amis, il ne va pas réussir à être en équivalence et à vivre autre chose parce qu'il ne va jamais oser lâcher cette posture par peur de ne plus rien avoir. Parce qu'il n'a pas appris la confiance en soi, l'équité avec les autres, etc. La victime va garder un déficit effectivement d'assertivité ou alors à faire un travail sur soi qui peut être long et risque de se retrouver dans une nouvelle situation de victime de bouc émissaire finalement, sans trop avoir de prise dessus, d'autant moins que ça va la replonger dans son état d'amygdale de quand elle était enfant, avec l'impuissance qui allait avec, en oblitérant complètement toutes les compétences d'adulte qui ont pu être acquises au fur et à mesure. Quant aux témoins, on a des témoignages aussi, même 20, 30 ans après, de gens qui sont restés en état de sidération et en culpabilité de ne pas avoir su dire stop en fait, de ne pas être intervenu pour défendre, etc. Et qui du coup vont rejouer ce rôle de témoin dans d'autres situations à revivre la même sidération. Donc le fait de mettre des étiquettes, je vous invite vraiment à essayer de dépasser et de voir derrière des humains qui ne savent pas comment exprimer leurs besoins autrement que par la violence. Parce qu'ils n'ont pas été formés, ils ne réussissent pas à accéder aux 2 premières étapes. Donc on a effectivement un moyen d'agir dans l'intra comme dans l'inter, que Marshall Rosenberg, dans la communication non violente, on le verra plus tard, décrit comme la violence est l'expression maladroite et tragique de besoins non satisfaits. Et ce n'est que ça. Quand on réussit à trouver les besoins et à les nourrir différemment, ou ne serait-ce que juste les écouter, les prendre en compte, ça détend. Je voudrais vous prendre 2 exemples pour vous prouver à quel point ça,
c'est complètement naturel. Chez les animaux, c'est institutionnalisé. C'est-à-dire, par exemple, chez les loups, il y a au sommet de la meute un mâle et une femelle alpha qui sont réélus en quelque sorte à la suite de combats tous les ans. Et tout en bas de la hiérarchie, il y a un mâle oméga. Et ce mâle oméga, son boulot dans la vie et dans la meute, c'est de s'en prendre plein la gueule, en fait. C'est-à-dire que son boulot, c'est de jouer ça, c'est le bouc émissaire. Mais attention, hein, pas de projection humanoïde. Hein. En fait, il est nourri, il est logé, aussi bien que les autres. D'ailleurs, il ne va pas travailler, il ne le chasse pas. Mais on lui fait confiance quand même, puisqu'il participe à l'éducation des petits, il reste avec les femelles, etc. Mais juste quand les autres reviennent de la chasse, et si ça ne s'est pas bien passé, pas assez de gibier ou n'importe, eh ben hop, il se met en posture de soumission. Donc déjà, l'attention des autres descend, parce que voilà, ils ont peut-être raté la proie là-bas, mais voilà, quand ils reviennent, au moins il y a quelqu'un qui... Voilà. Et si ça ne suffit pas à déliter leur cortisol, eh ben, ils vont venir le mordre, le griffer, etc. Mais attention, tout est très bien canalisé puisque ça ne sera jamais au ventre, jamais dans les endroits vitaux. Ça peut être par contre sur les chines, la queue, les oreilles, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Et comme les loups ont une grande capacité de régénération, à aucun moment, la vie de l'oméga n'est mise en danger. Aucun moment. C'est régulé comme ça. Chez les rats, c'est encore plus flagrant, puisque sur 6 rats, il y a 2 dominants, 2 dominés, un indépendant, c'est celui qui est assez fort pour dire merde à la meute et qui revient quand même quand ça l'arrange, parce que bon, le travail collectif, c'est quand même plus payant. Et il y a un souffre-douleur. S'il y a 12 rats, il y aura 2 souffre-douleurs. S'il y a 18 rats, il y aura 3 souffre-douleurs. Vous voyez à quel point c'est une systémie qui se met en place. Et là, quand on en arrive là, dans nos collectifs humains, il faut une réponse systémique. Donc ça sera l'objet d'une autre série sur la justice restaurative qui comporte justement un outil. C'est l'outil du bout du bout. Donc quand l'écoute de soi ne suffit pas, quand l'empathie ou l'expression authentique, le message clair, etc., tout ça, ça ne marche pas, eh bien, il y a la médiation et, au bout du bout, pour les collectifs, le cercle restauratif. Mais ça, c'est une autre histoire.